Hello, entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, freelance en inbound marketing B2B et on est ici entre nous. Alors prends le temps d'une petite pause et débrief avec nous les méthodes de base comme les dernières tendances en marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Inbound marketing, demand gen, création de contenu, branding, SEO, tout va y passer pour que tu puisses reproduire chez toi ce qui marche le mieux pour les autres. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager à tes collègues en me taguant sur LinkedIn ou en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et surtout, si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, Sepleady. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec nos nouveaux contenus. Là où Pleddy est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. De plus en plus, les marques commencent à prendre conscience de l'intérêt des stratégies de contenu et on en voit de plus en plus se lancer dans ce type de création-là. Mais entre des contenus qui sont parfois mal ciblés, la course aux problématiques SEO, les problématiques de distribution aussi qui sont souvent sous-estimées, il y en a beaucoup qui manquent la cible et qui courent après le ROI qu'on leur a promis. Pour parler de ce sujet-là et aussi des différences qu'on peut rencontrer parfois entre B2C et B2B sur ces sujets de contenu, je suis avec Pierre-Émile Farou qui est CMO chez Valeor et qui va nous parler un petit peu justement de comment est-ce qu'il fonctionne sur ce sujet. Bonjour Pierre-Émile. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour parler de ces sujets de contenu que, perso, moi, j'aime beaucoup et d'ailleurs, c'est un petit peu la dominante qu'on peut retrouver au fil des épisodes. Donc, c'est un plaisir de t'avoir pour parler un petit peu de ça. Eh ben, merci de ton invitation. Est-ce que tu peux peut-être, du coup, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, donc comme tu l'as expliqué, je suis aujourd'hui CMO chez Valeor depuis 2 ans maintenant. Valeor, c'est une entreprise qui est dans le retail. On travaille sur 5 marques différentes. On a une activité cuisine avec Cuisinella, Schmitt et Porcelanosa, pour lesquelles on est concessionnaire de magasins où j'ai relativement, moi, peu d'intervention sur le marketing, juste d'un point de vue opérationnel, mais je décline une strate groupe Schmitt. Mmh. Notre deuxième activité, elle est sur le poêle à bois bûche granulé, qui est une activité qui est en plein essor aujourd'hui avec tous les problématiques qu'on peut avoir sur la crise énergétique. Mmh. Et sur cette activité-là, le groupe Valeor a créé 2 marques, Iceberg et Asgard, qui regroupent un peu plus, quasiment 50 magasins aujourd'hui sur la France. Et pour ces marques-là, du coup, je développe toute l'activité marketing, communication avec, je suis pas tout seul évidemment, avec une équipe de 8 personnes là-dessus. Avant ça, rapidement, j'étais CMO chez Hello Work, les plateformes Mmh. d'emploi. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans, et encore avant ça, j'ai principalement bossé en agence à Paris au sein du groupe TBWA sur principalement des problématiques de contenu, puisque j'étais dans une agence qui s'appelle aujourd'hui Ici Barbès, qui a changé de nom depuis, et qui était spécialisée dans la création de contenu éditorial pour des grandes marques. OK, très cool. C'est ça qui est, je trouve sympa dans ton parcours au final, c'est cette double casquette, double expérience que tu as pu avoir en tout cas B2B, B2C parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à différencier un petit peu, les tactiques ou en tout cas ce qu'on peut mettre en place au niveau marketing. Donc, ça va être super intéressant d'en parler un petit peu après et de pouvoir avoir justement effectivement ton retour d'expérience par rapport à ça. Ouais, carrément. Donc je le disais au début en intro, on va parler contenu aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà pour qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, nous expliquer c'est quoi le rôle du marketing chez Valeor? Donc tu l'as brossé un petit peu en tout cas avec les enjeux que tu peux avoir sur les différentes marques. Et puis du coup, pourquoi investir dans une stratégie de contenu? C'est quoi l'intérêt par rapport à ça? Carrément. Alors je vais parler principalement, je pense, du gros de mon travail qui est sur la marque Asgard aujourd'hui, hein, qui est un OK. peu le vaisseau amiral du groupe Valeor. Aujourd'hui, le rôle du marketing, si on parle direct d'un point de vue héroïste et KPI, c'est d'amener du flux.
Donc Ok. d'amener du flux à la fois naturel dans les magasins. Aujourd'hui, nos magasins, c'est des magasins plutôt de destination, on va dire. C'est-à-dire un poêle à bois, c'est un vrai projet de vie, c'est un coût assez élevé. Donc on vient pas entre guillemets par hasard dans nos magasins. Donc Ok. le rôle du marketing, c'est créer du flux dans les magasins, développer aussi le flux en digital pour pas s'appuyer uniquement sur de la saisonnalité ou des choses comme ça. Et quelles sont les stratégies et les tactiques pour essayer de générer des leads, comme en B2B, mais pour le B2C. Et aujourd'hui, on a une orga qui est, je pense, assez évoluée pour notre secteur d'activité et qui s'inspire beaucoup du B2B, justement, qui est une équipe marketing qui travaille pour créer de la considération, de la désirabilité sur la marque et susciter de l'intérêt sur le produit pour générer des leads. Et derrière, ces leads sont traités par un call center type SDR qui vont qualifier leads et positionner les leads en magasin. Donc Ok. vraiment, le gros de notre taf, c'est générer du flux pour derrière développer le business de l'entreprise. Et ça se fait aujourd'hui sur 3 grands piliers qui sont faire connaître la marque. Donc comment est-ce qu'on communique pour faire connaître notre métier, notre produit, notre service, faire préférer la marque, comment on développe une expérience client qui est supérieure à tous nos autres concurrents et qui est même peut-être totalement singulière sur notre secteur d'activité. Et le troisième pilier qui nous anime, c'est du coup faire acheter en générant des rendez-vous pour les magasins et en donnant aussi aux magasins les armes pour avoir des opérations commerciales, des tactiques pour accélérer les cycles de vente et faire plus de chiffre d'affaires. Ok, c'est vachement intéressant, tu vois ce que tu dis, parce qu'au final, par rapport à votre type de produit, comme tu dis, t'es pas sur un achat compulsif, Tout à fait. donc t'es vraiment dans ces différentes phases de maturité qu'on peut traiter par le contenu, comme tu l'as expliqué, effectivement, entre déjà faire connaître la marque, faire connaître les problématiques, les intérêts, lever les freins et tout, jusqu'à amener les gens en magasin. Au final, t'es sur des problématiques qui ressemblent un petit peu à un process d'achat B2B qu'on peut décrire un peu classiquement, on va dire, où effectivement les décisions elles se prennent pas souvent à un claquement de doigts, quoi. Complètement. C'est pour ça que mon expérience B2B, je pense, me sert. En tout cas, je m'en inspire beaucoup aujourd'hui pour ce que je fais sur Asgard. C'est que je dis souvent, on est chez nous sur des systèmes de vente complexes, comme en B2B. Mm. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est pas de l'achat impulsif. On vend pas de la commodité comme on peut le voir dans beaucoup de marques du retail avec des magasins en physique. Mm. Un des vrais sujets, même avant de faire connaître la marque qu'on a nous aujourd'hui, c'est évangéliser la catégorie de produits sur laquelle on est. Aujourd'hui, le taux d'équipement en France de poêle à bois dans les foyers, il est de moins de 10%. On n'a pas de chiffre très exact là-dessus, mais il est très léger versus des gens qui vont se chauffer avec de l'électricité, du gaz ou du fuel, comme Mm. 80% de la population française aujourd'hui. Donc avant même de faire connaître la marque, il faut un peu évangéliser la catégorie pour susciter de l'intérêt sur ce produit et après faire le travail vraiment marketing d'adhésion à la marque et de préférence de marque pour faire en sorte que dans le parcours d'achat, comme tu dis, inspiré du B2B, sur des phases de considération, on émerge et on soit la destination incontournable, quoi. Ok. Et donc c'est dans ce rôle-là au final que tu vois la stratégie de contenu par rapport à ces différentes phases de maturité en fait. Ouais, complètement, sur ces 2 phases-là. En fait, aujourd'hui, après, on s'expose aussi à des contraintes, on va dire, organisationnelles, budgétaires, sur lesquelles on va travailler. Heu, Évangéliser une catégorie de produits et après faire préférer notre marque, si aujourd'hui tu as pas le budget de Coca-Cola dans un paysage média qui est hyper éclaté, entre le offline avec des campagnes d'affichage, des panneaux peut-être qui sont de moins en moins présents dans les zones urbaines parce qu'on a des politiques locales qui suppriment de l'affichage publicitaire. On a un paysage digital médiatique qui est aujourd'hui vraiment très fragmenté. Donc, si tu veux pouvoir évangéliser, en tout cas à notre niveau, à notre échelle, et faire connaître ta marque et que tu peux pas t'appuyer sur une enveloppe média extensible à l'infini, il faut trouver d'autres leviers. Et nous, aujourd'hui, un des leviers sur lesquels on travaille, c'est effectivement le contenu, parce qu'il permet de raconter énormément de choses, de faire de l'information, de l'éducation, peut-être même parfois du divertissement, pour justement amener les gens à se poser la question
du poil chez eux et à se tourner vers nous à terme. Donc la stratégie de contenu, elle nous aide dans cette perspective-là. Ouais. Ok, top, super intéressant. Donc je le disais, alors de plus en plus, effectivement, comme tu le dis, pour ces enjeux-là, les marques, elles se lancent dans le contenu. Après, il y a plein de problématiques qui peuvent arriver. Selon toi, du coup, c'est quoi les étapes? Comment est-ce qu'on construit une stratégie de contenu efficace? Ouais. Alors pour moi, il y a un peu deux écoles sur le contenu. Il y a l'école historique et traditionnelle qui est je vais faire un peu du contenu pour faire du contenu parce que depuis 10 ans, on nous rabâche que content is king et donc il faut du volume, il faut du contenu, il faut donner à manger à Google pour ressortir. Moi, je crois plus trop à ça aujourd'hui. Évidemment, le contenu, c'est important, il faut du volume, mais mon opinion là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la première étape dans la construction d'une stratégie de contenu, c'est déjà d'avoir un point de vue de marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre secteur d'activité, tout le monde pourrait raconter de manière très factuelle les mêmes choses et les mêmes et transmettre les mêmes informations sur les produits. Donc à partir de là, la question qu'il faut se poser, je pense, c'est quoi la substance de ce que tu vas raconter en tant que marque et en quoi ça te différencie des autres acteurs du marché. Moi, je dis souvent, le rôle du marketing, c'est de rien faire comme tout le monde, quoi. Et j'aime bien cet ADN de dire, bah, si quelqu'un fait comme ça, je vais tenter de faire l'extrême opposé. Donc, la première étape d'une stratégie de contenu, déjà, pour moi, c'est définir un petit peu ton point de vue de marque et comment ce point de vue de marque va alimenter tes stratégies et tes angles de contenu pour créer un contenu qui est hyper singulier, qui suscite énormément d'intérêt et pas avoir du contenu juste de web marketing qui fait des tartines de contenu pour avoir juste du SEO. Donc Ok, ça, donc un c'est... Ouais. positionnement différenciant, du coup, déjà. Ouais, exactement. Ça, c'est de toute façon la base, j'estime, de notre métier, qui est d'être différenciant à la base, quoi. Ok. Après ça, je pense que le d'expérience, le marketing a tendance beaucoup, à mon avis, à se perdre dans la génération d'idées autour du contenu. Moi, je dis souvent, et enfin, c'est même pas moi qui le dis, c'est je l'extrais de toute la veille que je peux faire et des gens que je suis là-dessus et qui font des choses sur le contenu. Le contenu, c'est un système, quoi. Il faut mettre en place une machine pour produire du contenu. Et dans ce système, aujourd'hui, pour moi, c'est 10% du système, il est dédié à la création et à l'idéation autour des idées. Ok. 20% autour de la production et après 70% autour du reste du système qui est en fait la distribution, qui est souvent la partie qui est, comme tu le disais dans ton introduction, très souvent négligée. On aime bien passer beaucoup de temps à trouver des idées, publier, créer un contenu autour de cette idée. Ça va être incarné dans un seul contenu, dans un seul format et ça va être au mieux distribué 1 à 2 fois. Ce qui, à mon sens, est une erreur. Aujourd'hui, il faut faire vivre la marque, comme je le disais en amont, se faire connaître. Et donc, le vrai sujet aujourd'hui, pour moi, c'est avoir un système qui te permette, depuis une seule idée de contenu, de démultiplier une série de formats, de sujets, de traitements, et après de pouvoir les distribuer à travers les différents canaux que tu as à ta disposition, quoi. Ok, ouais, effectivement, insister beaucoup plus sur la distribution au final, comme tu dis, pour tirer le maximum au final de chaque idée, de chaque contenu qui peut marcher, multiplier les formats, recycler, adapter aux Exactement. différents réseaux pour Ouais. tirer le max en fait. C'est une façon d'être productif aussi. Exactement, c'est vraiment le sujet pour moi de l'industrialisation du contenu, pas au sens vraiment intéressant du terme, c'est-à-dire pas de dire on fait du contenu pour du contenu, mais de capitaliser sur ces idées et pour les transformer derrière en plein d'assets de marque, quoi. Donc typiquement nous aujourd'hui dans l'équipe, on utilise un framework qui est framework des 3 C, c'est Cornerstone Content, Core Content et Cut Content. Comment ça marche? L'idée, c'est on se dit en fait à chaque trimestre on va prendre une thématique. Sur cette thématique, on va définir notre point de vue de marque. Donc typiquement aujourd'hui, la thématique qui est en cours en ce moment chez nous, c'est les économies d'énergie. Parce que c'est un vrai sujet qui est ancré dans l'actualité. Les gens vont se poser de plus en plus de questions dans les semaines qui viennent avec les coûts de l'énergie, etc. À partir de là, on se dit, c'est quoi notre point de vue sur l'économie d'énergie? On est dans un contexte où l'État va faire des campagnes en disant il faut baisser la température chez soi, faire des économies d'énergie. Évidemment, c'est un fait et tout le monde doit participer à ça. Après, nous, là-dessus, on se dit, OK,
on est d'accord, il faut faire des économies d'énergie. Nous, on estime, notre point de vue, c'est que aujourd'hui, on doit pouvoir réaliser des économies d'énergie, mais tout en maintenant un confort de chauffe. Ce qui est vraiment ce que propose notre contenu, qui a une expérience de chauffe qui est très différente d'une pompe à chaleur, d'un radiateur, Mm. etc. Donc ça, c'est notre point de vue. Derrière, on va le documenter. On va faire un cornerstone, qui est donc en fait une espèce d'étude de recherche où on va agréger un maximum d'informations chiffrées sur le sujet. Donc, on va aller piocher dans des études de l'ADEME, de plein de sources d'informations différentes, et on va construire une espèce d'étude. Alors après, cette étude, soit on la garde en interne pour nous, pour avoir cette base et ce pilier de contenu pour pouvoir décliner d'autres contenus, soit on le transforme, comme nous on le fait aujourd'hui, en pillar page pour nourrir le SEO du site, quoi. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Une Un fois qu'on a contenu fait... majeur, donc tu as Exactement. positionnement sur un sujet, une thématique trimestrielle, un contenu majeur Voilà. qui va te servir du coup après à alimenter le reste. En fait. Exactement. Et donc, de Ok. ce contenu majeur, derrière, on va définir des core content qui sont des formats de contenu. Donc, ça peut être des émissions vidéo pour YouTube. C'est ce qu'on est en train en ce moment de développer en se disant, bah voilà, comment je fais 10 épisodes pour décrypter l'économie d'énergie et maintenir le plaisir de chauffe. Ça peut être des articles de blog de manière très classique. Ça peut être de la newsletter pour les prospects, pour les clients. Donc, on va le décliner. On va reprendre vraiment ces contenus qu'on va réadapter à différents formats, mais la matière de base est là, donc on gagne énormément de temps. Et là, ça nous permet, du coup, depuis cette base Cornerstone, de ce pilier de contenu, de créer de la récurrence et de sortir des formats de core content toutes les semaines, tous les mois, selon les formats qu'on va déterminer. Ok. Et la troisième étape, c'est les cut content. Et là, c'est du repurposing, on va dire, ou de l'adaptation de contenu en format très court pour distribuer sur les réseaux sociaux et essayer de ramener le trafic vers chez nous, vers notre site en l'occurrence, quoi. Ok, c'est vachement intéressant. Effectivement, je fonctionne un petit peu, j'aime bien fonctionner un peu pareil. Ouais. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis au final, cette espèce de grand contenu pilier où tu vas mettre tes gros efforts de recherche et de création au final, enfin de création, d'idéation. Et c'est là que tu vas mettre ton gros effort de création de contenu au final. Et derrière, tu as ces core content qui sont euh, pas tes contenus piliers, mais qui sont tes contenus. Mon animation Voilà. éditoriale, en fait, Ouais, finalement. c'est ça. Ton animation éditoriale où effectivement tu vas mettre quand même aussi un peu plus d'investissement parce que c'est des contenus peut-être un peu plus longs. Tu l'as dit, blog, newsletter, vidéo, ces choses-là. Et du coup, derrière ces cut content qui sont tes snack content, en fait, ton Ouais, repurposing tout à fait. qui ont vocation du coup à faire connaître tes core content et Exactement. du coup à revenir, à ramener ce trafic vers ces contenus-là un peu plus Exactement. importants, quoi. C'est exactement ça. Et nous, notre vision en sous-bassement de ça, c'est, moi, je crois beaucoup au fait qu'une marque doit devenir un média. C'est un peu mon cheval de bataille aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il faut développer une audience autour d'une marque et il faut que, on parlait tout à l'heure du parcours d'achat B2B qui est le même chez nous en B2C, il faut qu'on soit un peu le centre de l'univers pour nos prospects ou notre audience potentielle. Donc comment est-ce qu'on crée ça? Comment est-ce qu'on devient la ressource sur le web sur lequel il faut aller? Nous, par exemple, si tu te poses des questions sur le poêle à bois, et ça passe par la création de contenu à un niveau d'exigence qui est le même que n'importe quel média indépendant, j'ai envie de dire, sur notre thématique. On doit vraiment être perçu comme les experts sur notre sujet. Et finalement, moi, mon objectif, c'est que tout le monde vienne nous voir, même les gens qui n'achèteront pas chez nous, c'est pas grave. Mais s'ils sont passés par chez nous, d'une certaine manière, on aura gagné parce que ça veut dire qu'à terme, ils se poseront la question, ils benchmarkeront et peut-être qu'ils finiront par passer chez nous à la fin. Ok, super intéressant. Et donc tu le disais, dans ton parcours, on en a parlé plusieurs fois, tu as l'occasion d'être confronté à des problématiques B2C et B2B. Donc là, on a parlé un petit peu des choses qui se rapprochaient entre ce que tu peux faire chez Asgard et ce que tu as pu voir avant. Mais est-ce que tu vois des différences majeures entre les deux secteurs? Alors pour moi, il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas d'énorme différence en tout cas dans l'approche et le traitement qu'on doit faire du contenu. Je pense que c'est assez proche. Je pense que dans les différences, peut-être qu'on pourrait dire, je trouve, après c'est mon expérience, je ne sais pas si on peut généraliser, mais que il y a quand même plus de liberté dans le B2C
sur l'item de la créativité. Je trouve qu'il y a une espèce de comment on va dire, euh, il y a une espèce de courant classique dans le B2B qui voudrait que on n'est pas forcément très créatif, on est un peu chiant, etc. Enfin, je trouve qu'on est un peu moins créatif en B2B et donc on gagnerait de s'inspirer en B2B des pratiques B2C pour amener peut-être plus de créativité, de singularité dans ce qu'on fait. Et après, la grosse différence pour moi entre B2B et B2C, bah, c'est l'acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acheteur en B2B, il achète avec l'argent de l'entreprise. Là où aujourd'hui, en B2C, les gens qui consomment mon contenu sont ceux qui vont a priori acheter le produit. Donc, il y a un petit peu quand même de différence là-dessus. Et ce qui fait que tu auras peut-être une architecture de distribution un peu moins complexe en B2C, là où en B2B, tu vas peut-être vouloir mettre en place des choses en disant, OK, il y a le champion que je veux adresser avec des contenus pour lui faire prendre conscience du sujet, qu'il en parle à ses équipes en dessous qui vont mettre en place d'un point de vue opérationnel. De l'autre côté, je dois mettre en place des contenus pour ses équipes opérationnelles, pour les rassurer sur la solution, expliquer en quoi ça va répondre à leurs attentes. Et puis de l'autre côté, je dois peut-être créer des contenus qui vont rayonner même dans toute l'entreprise pour que tout le monde connaisse ma marque, même s'ils savent pas ce qu'elle fait, qui fait que le jour où le champion dit bah, vous avez entendu parler de ça, si tout le monde dit bah oui je connais, j'ai déjà vu des trucs là-dessus sur le web, bah forcément ça va accélérer le process d'achat quoi. Donc Ouais, t'as un là-dessus, accès plus direct à l'acheteur, quoi. ouais, exactement, tout à fait. Ok, c'est vachement intéressant, effectivement. Très cool. Écoute, merci pour ce partage-là. Et au niveau du coup du contenu, c'est quoi les KPI toi que tu suis? Alors, c'est une très bonne question ça. Aujourd'hui, au sein de l'équipe, je vais être plus sur la volumétrie de production d'assets. Ça, c'est pour vraiment auditer le fait que l'industrialisation à travers le framework que j'évoquais tout à l'heure, elle fonctionne, quoi. Donc aujourd'hui, je prends un exemple, on met en place des OKR sur l'équipe en disant YouTube, c'est un nouveau sujet qu'on lance parce qu'il avait été laissé de côté. On a recruté un vidéaste, donc on se met un target. Il faut qu'on ait 10 épisodes dans un ou deux formats qu'on a conçus, nous, en amont, d'ici la fin de l'année pour atteindre notre objectif qui est de faire croître notre channel YouTube. Donc ça, c'est plus sur l'animation, je dirais, de l'équipe marketing. Après, aujourd'hui, sur les KPI un peu plus business, ce qu'on mesure clairement, c'est la part de trafic qu'on va avoir sur nos contenus quand on met en place des pilars, du blog et des choses comme ça. Mais à terme, moi, ce que j'ai envie de pousser, c'est vraiment l'engagement à travers le contenu. Donc l'engagement, ça passe par plein de choses qui sont le temps passé sur un contenu, est-ce qu'il est partagé, est-ce qu'il est commenté selon le format, etc. Aujourd'hui, on n'est pas assez avancé pour moi dans notre stratégie média pour s'incentiver sur ce genre de KPI, mais c'est ce vers quoi j'ai envie qu'on tende au sein de l'équipe market. Ok, et ça c'est intéressant parce que tu dis en interne, moi, ça m'intéresse, hein. En interne, effectivement, tu as des KPI sur la production. Et quand tu dis production, on est d'accord que tu parles des 3C, de tes 3C du coup, Ouais, du volume. du volume de création, mais c'est ce qu'on disait aussi à un moment, c'est de ne pas être bloqué dans cette création de nouveaux contenus. C'est que du coup, tu vas aussi aller sur le cut content de ce qui est fait en termes de distribution pour mesurer l'efficacité. Ouais, tout à fait. Donc aujourd'hui, comme je disais, tu vois, on a un cornerstone par trimestre, qui est en fait notre thématique fil rouge de la période sur la brique contenu. Et puis derrière, il y a la chargée de trafic qui va s'occuper de décliner tous les contenus blog orientés SEO qu'on va publier avec une rythmique de un nouvel article par semaine minimum. On va avoir la partie vidéo où on va devoir créer des formats, comme je te disais. On se met sur la période un objectif de 10 épisodes vidéo dans un format très pédagogique ou divertissement. Donc, on essaie vraiment de s'inspirer de formats pas grand public, quoi. Et après, sur le code content, aujourd'hui, on le mesure moins parce qu'en fait, on a une animation des réseaux sociaux, etc., qui tourne et qui fait que c'est produit. Donc, on a moins besoin de le mesurer et de se mettre des objectifs dessus puisque ça roule très bien, quoi. Ok, super intéressant. Et donc là, on parlait pas mal de bonnes pratiques au final, de comment est-ce que tu organises tout ça, ce qui marche et tout. J'aime bien poser toujours cette question-là aussi pour montrer que le marketing, c'est pas toujours tout rose et qu'au final, on est tous en train d'expérimenter et on se plante aussi. Du coup, c'est quoi tes plus gros challenges du moment?
Mes plus gros challenges du moment, alors il y en a énormément. Un des challenges que j'évoquais, qui est pas du moment, mais qui est un combat du quotidien. Non pas que c'est un combat, c'est peut-être pas le bon terme parce que Trop c'est tard. pas, c'est que ça se passe mal. Mais pour moi, enfin, j'aime à dire que le commerce tout seul, ça fonctionnera toujours. Le marketing tout seul, pour moi, ça peut pas fonctionner. En tout cas, pas dans des boîtes où il y a sales plus marketing. En revanche, quand on arrive à coordonner action marketing et action sales, c'est là où ça marche. Donc, un des combats, c'est effectivement l'alignement sales marketing qui est prépondérant dans mon métier et et qui passe à travers une bonne communication, un alignement sur les objectifs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Quand voilà, on est en toute transparence, hein, on est dans un climat aujourd'hui économique qui est compliqué et qui peut amener des chutes sur du trafic, sur du chiffre d'affaires par certaines périodes. Donc la question, c'est comment on cède pas à la panique et comment on essaye de trouver des stratégies pour contrecarrer ça et construire sur le moyen long terme. Là où peut-être une équipe commerce, si je suis un peu critique, va se focus un peu plus sur du court terme parce qu'elle a une pression plus forte sur du chiffre d'affaires à rentrer, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier peut-être sujet. Lié à ça, il y a un deuxième sujet pour moi qui est encore une fois lié au contexte du moment, qui est je pense beaucoup de départements marketing peuvent être dans des moments où on va couper une partie de leur budget parce qu'il faut participer à des efforts d'économie d'échelle, etc. Donc ça, c'est un combat. C'est pas tant de combattre sur récupérer son budget, mais de dire voilà, quelle stratégie on va mettre en place pour pallier. Moi, j'estime que il n'y a pas que le budget qui va définir le succès d'une stratégie marketing. Donc, typiquement, aujourd'hui, on ne me coupe pas du budget. Par contre, on me demande de faire plus avec le même budget que l'année dernière. Quand tu es dans un contexte où il y a des coûts au lead qui grimpent très, très fort parce que les coûts d'acquisition digitaux, ils augmentent sur du paid, etc. Donc, à partir de là, la question, c'est comment tu fais plus avec autant, voire avec moins. Et c'est là où il faut des stratégies. Et c'est là où, typiquement, nous, on parie aujourd'hui sur le contenu pour réduire la dépendance au paid et essayer de remonter très haut dans le tunnel des conversions pour évangéliser sur notre catégorie de produits et après créer l'attachement à la marque en créant des produits hyper qualitatifs à la fois dans le contenu, dans le point de vue que j'évoquais, dans le format, tu vois, un truc que j'ai pas encore évoqué, qu'on fait qui marche très bien. On fait un peu le Airbnb du poil, comme quand Airbnb démarrait où ils réalisaient leur propre shooting photo dans les logements qui publiaient sur leur site. Nous, on fait la même chose. Aujourd'hui, on fait des très belles prods avec des vrais photographes indépendants chez nos clients, lifestyle, pour créer de la désirabilité sur la marque, quoi. Très cool. Donc voilà, je sais pas s'il faut un autre point ou quoi, mais voilà. Non, mais c'est déjà pas mal. Je pense que de toute façon, tu reviens sur deux problématiques qui sont des problématiques majeures. L'alignement sales market, on en parle tout le temps. Les moyens alloués et puis ces questions de ROI, c'est évidemment des choses qui sont challengées aussi, surtout depuis quelques temps, encore plus, on va dire, depuis quelques temps. Et puis on le voit avec dans l'environnement startup aussi, par rapport au levée et puis au licenciement qu'il peut y avoir, que c'est des sujets qui impactent un petit peu tout le monde, quoi. Très cool. Écoute, merci pour tout ça. Si jamais si on devait résumer notre échange, que tu devais mettre en avant un conseil sur ces sujets-là, strat de contenu, qu'est-ce que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce que je retiendrais? Je pense que la base, pour moi, c'est tout ce qu'on fait en marketing. Pour moi, c'est créer du bouche à oreille. Donc, comme je le disais aujourd'hui, on parlait de contenu, c'était le thème du podcast. Le contenu, c'est pas juste un blog, quoi. C'est pas juste créer un article de blog de temps en temps. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Tu fais des trucs cool à travers des newsletters, des podcasts que tu animes et t'as un angle, une ligne éditoriale. Donc, le truc à retenir et que je conseillerais à tout le monde, c'est vraiment de se poser sur des sujets de point de vue de marque par rapport au contenu. On est dans un mouvement où notre métier il est en train il se réinvente tout le temps. C'est ça qui est hyper excitant dans le marketing, mais avec tout l'IA, le chat GPT ou tout l'IA qu'on peut avoir embarqué aujourd'hui dans nos outils, créer un article de blog, tout le monde peut le faire, quoi.
et même il n'y a plus besoin de personne pour le faire puisque l'IA va le faire. Mmh. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est pour moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est ma vision métier, c'est ce qui va compter dans le contenu, c'est la qualité du contenu. Et la qualité, elle passe par la manière dont on produit ce contenu, mais aussi par le point de vue qu'on va défendre sur ce contenu. On peut terminer là-dessus, mais dire l'achat, pour moi, dans le parcours d'achat, n'a rien à voir avec le prix. Il a à voir à quelle est la prochaine meilleure alternative. Donc en fait, quand tu positionnes ta marque, quand tu crées du contenu, pose-toi la question de quel est mon point de vue, comment il peut être radicalement différent et comment je vais fédérer une espèce de communauté autour de l'idée et du point de vue que je vais défendre. Et si tu arrives à faire ça, en fait, derrière, pour moi, la question du prix ne devrait plus vraiment être une question. Et c'est là où, à mon avis, tu as tout gagné en marketing. Ok, bah écoute, j'adore cette leçon. Ce sera notre mot de la fin. Au final, effectivement, à partir du moment où tu as réussi à te différencier radicalement de la concurrence, il n'y a plus de concurrence en fait. Et du coup, effectivement, Exactement. Le prix n'est plus un sujet. Très cool. Et écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Pef. Si Merci à jamais toi. on veut te retrouver du coup quelque part, s'il y a des questions pour toi, on peut t'écrire quelque part. Ouais, carrément. Sur LinkedIn, c'est le plus Ouais. simple. J'essaie de publier assez régulièrement des contenus justement sur le contenu et sur les stratégies médias des marques. Donc, n'hésitez pas à me suivre ou à me contacter en direct sur LinkedIn avec grand plaisir. Top. Et écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis maintenant, je Merci te à souhaite toi. une bonne journée. Ouais, à toi aussi. Salut. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.